La ville de Gaspé est en train de vivre son petit printemps et comme d'habitude, bien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de dossiers en évolution. Et bien entendu, pour essayer de nous expliquer un petit peu ce qui se passe et comment ça se déroule, bien encore une fois, on est très content de recevoir Daniel Côté de Gaspé. Bienvenue, Daniel. Toujours un plaisir. Content de te recevoir parce que on s'entend, il y a... Tu sais, d'une fois à l'autre, on est toujours un petit peu comme, bon, qu'est-ce qu'on va raconter? Puis tout à coup, là, il y a un paquet de trucs qui déboulent. Et là, j'ai plusieurs sujets, en fait, à te proposer. On va y aller rondement, l'un après l'autre. Voilà. Fait que là, je t'avais proposé un ordre dans lequel tu le voulais. Tu m'as dit, débrouille-toi avec ça. Fait que je commence avec le premier. Ça, c'est un sujet qui, quand même, fait discuter pas mal. C'est au niveau de la toponymie. Oui. Tu sais, on a le fameux chemin des éoliennes, donc, qui va de chez LM jusqu'au port de Gaspé. Ouais. Et là, on apprenait donc tout récemment que le conseil municipal a décidé, à l'unanimité, de donner le nom de chemin Antiguette, c'est bien ça? Antiguette, oui. Antiguette. Donc, mais, peu de temps après, quelqu'un s'est levé, ou a levé la main en disant oui, mais au niveau de la toponymie, ça ne fonctionne pas et que c'est une décision politique et une dérive historique. Et cette personne, donc, a proposé le nom de Bernard Landry, qui a été, on va le dire, un peu le père de l'industrie éolienne en Gaspésie. Fait que là, on essaie de comprendre un petit peu là, comment s'est passé justement cette décision, ce processus décisionnel. Est-ce qu'on devrait consulter la population pour ça? Parce que là, c'est cette même personne, donc, pour ne pas le nommer, Jean-Marie Fallu, donc Patrimoine Gaspésie, qui nous dit que finalement, peut-être que le boulevard de Gaspé devrait s'appeler le boulevard de Gaspeg ou le boulevard Gaspeg. Fait que là, on essaie de démêler un petit peu toutes les ficelles là-dessus. Vas-y, raconte. La deuxième suggestion, peut-être une façon de racheter la bévue de la première suggestion, parce qu'on s'entend que il suffit de lire parfois quelques ou de très nombreux commentaires pour voir que la première suggestion de M. Fallu ne passait pas très bien le stade de l'acceptabilité sociale. Il a même créé certains imbroglios auprès des membres de la nation de Gaspé qui l'ont assez vilipendé, merci. Là. Donc, peut-être une façon de se racheter était de proposer une deuxième dénomination, mais encore là, ça passe pas comme une lettre à la poste. Première affaire, chemin Antiguette. On a un comité de toponymie locale à la ville de Gaspé vers qui on défère les possibilités de dénomination de lieux publics, particulièrement les lieux publics municipaux. Un nom de rue en fait partie. Dans ce cas-ci, depuis 2023, plus ou moins, il y avait quelques suggestions de noms qui avaient été formulées au comité de toponymie pour la nouvelle route. On n'était pas en mesure de statuer, puis à travers ça, même si un comité de toponymie, le conseil municipal comme entité décisionnelle, parce que oui, on peut se faire reprocher de prendre des décisions politiques, mais c'est ça qu'on fait dans la vie, là. Un conseil municipal prend des milliers de décisions politiques à chaque année. N'en déplaise à certains, là, je veux dire, c'est ça notre job de prendre des décisions. Là. Fait que on prend des décisions politiques, on est une entité politique. Fait que moi, je ne vois pas d'imbroglio dans le fait qu'on prenne une décision politique, là, n'en déplaise à M. Fallu, que j'aime beaucoup par ailleurs. Ceci étant, on a pris l'angle politique suivant, c'est-à-dire qu'on avait quelques propositions de dénomination, puis on a dit, on a une occasion assez exceptionnelle d'établir une autre voie de réconciliation avec la Première Nation de Gaspé, sans défaire ce qui existe déjà. Donc, on a une route qui n'a pas de nom, qui est une longue route. La route, elle a été construite en partenariat aussi avec la Première Nation de Gaspé. Là. C'est peu connu, là. Mais la Première Nation, en fait, comme on était sur du territoire public, il a fallu établir un processus de consultation avec la Première Nation de Gaspé et avec le Mi'kmaq Mawiomi pour vous trouver entre guillemets, une voie de passage, sans mauvais jeu de mots, pour pouvoir passer cette route-là sur du territoire privé, certes, mais quand même sur du territoire qui n'était pas utilisé. Donc, il fallait impliquer la Première Nation. Et on a fait, avec la Première Nation, on a fait un inventaire des plantes indigènes qu'il y avait sur le territoire pour répertorier quelles étaient les plantes médicinales autochtones qui pourraient être présentes sur le territoire sur lequel on empiétait avec une nouvelle route. Donc, il y a eu ce partenariat-là qui n'a peut-être pas fait les manchettes, mais qui était quand même là. Donc, la Première Nation était impliquée dans le projet de route pratiquement depuis ses débuts. On a débuté sur les chapeaux de roue, là, on n'a pas fait de grandes consultations préalables, il y avait urgence à la faire si on voulait sauver l'usine et développer l'usine LM Wind Power. C'est ça la base du projet. Donc, c'était ça le point de départ. Donc, c'était naturel pour nous d'aller voir vers la Première Nation de Gaspé dans une voie de réconciliation aussi. Qu'est-ce qu'ils en pensaient et s'ils auraient un nom de route Mi'kmaq
à donner à cette voie routière-là. On regardait des concepts. On a regardé des concepts avec eux. Est-ce qu'on parle d'éoliennes? Est-ce qu'on parle d'avenir? Est-ce qu'on parle de port de mer? Est-ce qu'on parle de voie de passage? Et la notion d'ouvrir un passage, c'est ce que signifie le nom Artigat. On cherchait aussi un nom Mi'kmaq qui était facile à prononcer. Parce que la langue est assez complexe. D'un point de vue francophone, c'est compliqué parler le Mi'kmaq. Donc, on cherchait un nom assez court, assez rassembleur, qui pouvait représenter ce qu'était cette route-là et ouvrir le passage, ouvrir la route. C'est ce que ça signifie Artigat. Ça parlait concrètement, mais ça parlait aussi de la notion de réconciliation, d'ouvrir des voies de réconciliation, d'ouvrir un passage vers les discussions, vers les partenariats. Donc, pour nous, ça s'est comme imposé comme nom. Donc, c'est la décision effectivement prise par l'appareil politique qu'est le conseil municipal de dénommer cette rue-là le chemin Artigat. Et encore une fois, là, on nous dit, ça ne respecte pas les règles de toponymie. M. Fallu, je lui ai d'ailleurs écrit à cet effet-là. À différents effets, dont celui-là, on a consulté la Commission de toponymie du Québec avant d'arriver à cette proposition publique-là. Et la Commission de toponymie du Québec n'a aucune difficulté avec le nom qu'on donne. En fait, c'est la Commission de toponymie qui nous a recommandé le mot chemin. Nous, on visait route au départ, mais on nous a dit que c'est plus un chemin qu'une route selon le détail toponymique que je peinerais à expliquer tellement que c'est rempli de subtilité, l'affaire. C'est-tu une avenue, une route, un boulevard, un chemin? La Commission de toponymie du Québec a décidé que ce serait plus un chemin. D'où le fait que c'est la dénomination qu'on a mis sur la scène et celle-là. Bon, devant cette... Puis le conseil a décidé, on ne vire pas de bord. C'est le chemin Artigat, puis pas question qu'on revire de bord. De toute façon, même s'il y a des questionnements dans l'espace public, globalement, il y a une acceptation, je pense, de cette voie de réconciliation-là. Donc, M. Fallu, Patrimoine Gaspésie, revient à la charge avec une autre proposition, changer le nom du boulevard de Gaspé en boulevard de Gaspé. Très louable. Très louable. On va le soumettre au comité de toponymie locale, comme le prévoit la procédure habituelle. Déjà, moi, j'ai mis des bémols en partant, là, parce que je ne demanderai pas tout de suite à la quarantaine de commerces et institutions du boulevard de Gaspé de changer le papier en tête, leur carte d'affaires, leur compte fournisseur, leur compte client, leur publicité, et name it, là, je ne leur demanderai pas demain matin de changer tout ça. Là. Mais s'ils me disent, nous, on est parés à le faire dans un principe de réconciliation et pour que le nom Gaspé apparaisse, on le fera. Mais il y a un principe d'acceptabilité sociale qui est derrière un changement de nom d'une infrastructure existante. Dans ce cas-ci, à ce moment-là, on irait pour Boulevard de Gaspé, pour devenir Boulevard Gaspé. Là, on partirait en consultation auprès des utilisateurs, auprès des... Sur le boulevard de Gaspé, c'est une grande majorité des commerces et quelques institutions qui sont là. Il y a beaucoup de résidents quand même. Combien de dizaines de résidents, je ne sais pas. Moi, j'ai dénombré à l'œil là, une quarantaine de commerces et institutions. Ça veut dire autant de changements d'adresse et ainsi de suite, et tout ce qui vient avec. Paperasserie et autres. Moi, si le monde me dit qu'ils sont prêts à le faire, pas de misère avec ça. En fait, je trouve que c'est un super beau geste. Quand je dis l'effort est louable, le geste est louable, je suis d'accord avec le fait que ce soit louable. Pas de problème. Sauf que le concret derrière ça. Okay. Combien de personnes vont devoir changer leur adresse sur le chemin Artigat? 0. Il y avait 0 adresse là-dessus. Par contre, boulevard de Gaspé, c'est pas juste des adresses résidentielles, là, c'est pas juste le permis de conduire puis la carte d'assurance maladie qu'on change. C'est énormément de paperasse pour nos commerçants qui sont déjà en pénurie de main-d'œuvre pour la plupart. Ouf! S'ils me disent go, on va faire un go, mais si les commerçants me disent wow, on va pas là, ben on n'ira pas là. Autrement dit, la route vers l'enfer est pavée de bonnes intentions. Tout à fait. Voilà. Merci. Donc, ça, c'était au niveau de la toponymie et autres. Sinon, il y a quand même... bon, là, on va peut-être y aller avec un sujet qui... là, on reste calme, n'est-ce pas? Redécoupage électoral. Oh, là, c'est plus dur d'être calme. Sur la route, ça allait, là, mais là... Non, on s'entend que ça, c'est un sujet, mais ça fait comme des années qu'on en parle. Et là, c'est donc... Vous avez été faire un petit tour avec équipe Gaspésie, voir un dénommé Yuri Chassin, pour essayer de discuter un peu avec, mais surprise, Yuri Chassin n'était pas seul. Ça fait que là, puis là ça devient compliqué, parce que là, bon, il y a Yuri Chassin qui a décidé de bloquer ça en disant, le directeur général des élections, c'est une entité autonome et indépendante, lui est supposé de faire sa job, c'est-à-dire que d'appliquer la loi telle qu'elle est.
Et voilà-t-il pas que, en parallèle, il y a le Parti conservateur avec Maïté Blanchette-Vézina qui parle de, finalement, ce ne serait pas l'idée d'avoir 127 députés plutôt que 125 ou 126, mais ce serait d'avoir un statut d'exception pour... Et là, c'est comme Minou. On s'en sort plus. Là. Exact. On s'en sort plus, là, puis on perd de vue l'objectif. Mm-hmm. L'objectif, c'est de préserver les 2 circonscriptions de la Gaspésie. Arrêtez de vous enfarger les pieds d'un fleur du tapis sur comment le faire. Il y a un consensus des 4 principaux partis politiques à l'Assemblée nationale. Il y a 123 députés sur 125. Ça doit être ça de la démocratie aussi. 123 sur 125, c'est pas mal démocratique. Il y en a 123 sur 125 qui disent, regarde, la voie consensuelle, c'est de monter à 127 députés. On va sauver les 2 en Gaspésie. Les 2 nouveaux que le DGE voulait qu'on crée là, dans le coin de Saint-Jérôme puis dans le coin de Drummondville, là, on va y créer les 2 et tout. Puis là, le prix à payer, c'est qu'on en garde un aussi sur l'île de Montréal. Bon. On est rendu à combien, là? Ça fait 127. On était à 125. On garde donc Gaspésie, on garde Montréal. Mm-hmm. Et Montréal, je me battrais pas pour lui à Montréal. Là. Moi, c'est pas mon combat. Là. À la limite, je m'en fous qu'il y en ait un de plus un de moi à Montréal. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de, on est en train de négocier avec plus le symptôme qu'avec le problème en tant que tel. Parce que là, ça fait des années qu'on en parle, puis c'est toujours pas réglé. C'est toujours pas réglé. Est-ce qu'il faudrait remettre en question la loi ou quoi? Il faut, mais on va on était 6 mois des élections. On était 6 mois des élections, puis il reste 2 semaines pour prendre une décision. Ouch. Fait que, en 2 semaines, on a-tu le temps de revoir tous les critères de la loi électorale? Non. Pas parce qu'on ne l'a pas demandé, là. Mm-hmm. Tu sais, puis je jasais avec Éric Duhem la semaine passée, ou la semaine d'avant, en tout cas. Bref, quand j'étais aux assises de l'UMQ, ça a bien donné. On était assis côte à côte à une petite table d'honneur, là. Tu sais, on a jasé longtemps, puis c'est moi qui l'ai accompagné jusqu'à la table. Fait que dans le corridor, on a fait du corridor ensemble, quasiment main dans la main, là. J'imagine la scène. Ça n'a pas été super pour lui parce que je suis assez virulent sur ce dossier-là. Mm-hmm. Mais je pense que j'ai réussi à y faire ouvrir pas pire les yeux. Mais je pense que dès que j'avais le dos tourné, il a refermé les yeux. C'est ça qui se passe quand on est loin du pouvoir, quand on est loin de Québec. Et si on se voyait tous les jours, je pense qu'on réussirait à le faire plier. Là. Mm-hmm. Mais là, il a plié l'espace de quelques minutes ou peut-être quelques heures. Mais au final, le lundi suivant, ça c'était le vendredi matin, le lundi suivant, lui, il est encore en mode de mettre du sable dans l'engrenage. Le problème qu'il y a, là, on s'entend sur la finalité. Mm-hmm. La finalité centrale, c'est de sauver une circonscription en Gaspésie. Mais si tu veux avoir un consensus à l'Assemblée nationale, il faut que tout le monde mette un peu de l'eau dans son vin. Fait que la gang de Saint-Jérôme puis la gang de Drummondville, ils disent « Hey, le DGE nous a promis un député de plus. On le mérite. On a X nombre de population. On doit l'avoir. » OK. Moi, c'est pas ça qui me fait pleurer, là, mais c'est correct. Mais c'est la base de la démocratie. Vous avez augmenté votre population, tous vous les le votes méritez. sont supposés être égaux. Là. Oui, essentiellement. Mais tous les citoyens devraient avoir le même accès à leurs députés aussi. Ça, c'est une autre base de la démocratie. À ce moment-là, peut-être qu'on devrait repenser la façon dont c'est fait. Oui. En fait... Parce que les députés, si tu regardes par exemple Alexis Deschênes, au fédéral, c'est le territoire qu'il a à couvrir et c'est encore pire. C'est pire. Sauf qu'on s'entend que le peuple est un petit peu plus loin du gouvernement fédéral que du gouvernement du Québec. Oui, on s'entend, mais tu sais, parce que là, j'ai l'impression qu'on va arriver, puis la fois d'après, il va falloir encore plus de sièges et ainsi de suite. C'est pas ça la solution, effectivement. La solution, c'est de prévoir... Il y a plusieurs pistes de solutions. Mm-hmm. Sauf que les pistes de solutions, on n'est pas capable d'établir un consensus parfait sur les pistes de fond. Mm-hmm. D'où le fait qu'il faut y aller de manière cosmétique temporairement, le temps de traverser l'élection de cet automne. Après l'élection de cet automne, il faut revoir tout ça. Mais quand on regarde le fond des choses, mon gars, là, c'est qu'il y en a qui vont vouloir développer un système à la proportionnelle. Puis il y en a qui vont vouloir développer un système X. Moi, je serais de ceux, là, puis je suis probablement un des seuls au Québec à penser ça, là, mais je serais de ceux à vouloir développer une chambre des régions. Okay? Par exemple? Ben oui, mais tu sais, on l'analyse pas. Ça fait pas partie du débat public, cette histoire-là de Chambre des régions. Moi, je pense que c'est ça la clé pour sauver la voix des régions. Puis en fait, je peux m'inspirer du système politique américain. Là. Tu vas dire, hey, tabarouette, ça va mal avec Trump. Je parle pas de la présidentielle. Je parle du système des chambres américaines. Mm-hmm. Puis il n'y a pas grand monde qui connaît ça ici au Québec. Là, puis je suis pas un spécialiste de politique américaine. Là. Par contre, il y a 2 chambres. Qui forment l'institution démocratique américaine. Mm-hmm. Le président tasse l'institution présidentielle, là, mais il y a 2 chambres. Dans la Chambre des représentants, où là, la prémisse de base, c'est un électeur, un vote. Mm-hmm. Donc, un député ou un représentant représente X nombre de citoyens rough, là, plus ou moins quelques pourcents. Là, c'est ça que ça fait. Puis tu as le Sénat, mm-hmm. qui a 2 sénateurs par État. Donc, l'Iowa
qui n'est pas très populeux, ou l'Alaska, qui est vraiment pas très populeux non plus, ont 2 sénateurs. Et la Californie, ou New York, ou la Floride, qui ont des populations extraordinairement volumineuses, ont aussi le même poids à cette chambre-là. Fait que c'est comme la chambre des régions. Dans le cas des États-Unis, c'est le Sénat. Mais une chambre des régions qui donnerait un poids équivalent à chacune des régions, où la Gaspésie aurait la même voix que Montréal. Pour faire un contrepoids à la notion de représentation d'un électeur à un vote, pour moi, ce serait une solution qu'on devrait regarder attentivement. Je suis beaucoup plus dans ce sens-là qu'une proportionnelle qui met à l'avant-scène les partis politiques comme si les partis étaient une fin en soi. Moi, la proportionnelle, je trouve qu'elle dénature un élément de la démocratie. Regarde, j'ai en train de faire le débat de fond, je le fais tout seul. Là. Imagine quand tu es à 125 députés à faire le débat de fond sur c'est-tu la proportionnelle, c'est-tu la Chambre des régions, c'est-tu le statu quo, c'est-tu rajouter des députés. Puis chacun ses intérêts, puis ses lignes de parti. Chacun ses intérêts, chacun a sa ligne de parti, chacun a son ambition, chacun a sa façon de le voir. Moi, j'ai la mienne. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait mettre sur la table à la prochaine élection, de dire aux différents partis... Il le faut. Au cours du prochain mandat, il faut nécessairement trouver une solution à cette situation. Exact. Parce que là, moi, j'ai le sentiment que c'est le furoncle qui vient d'apparaître. Il faut le traiter. Et il y a des solutions qui sont très simples. Des crans d'arrêt pour chacune des régions. C'est qu'on dit, bon, la Gaspésie, regarde, on prévoit dans la loi électorale, la Gaspésie doit avoir minimalement 2 députés. La Côte-Nord, au moins 2. L'Abitibi, au moins 3, etc. Qu'on met des crans d'arrêt, des minimums par région pour s'assurer que la représentation géographique de chacune des régions demeure respectée. Juste ça, c'est pas très dur à faire, puis c'est assez évident. Base-toi sur la carte actuelle, puis dis, ça, c'est le minimum requis est là. Ça pourrait être... Puis le DGE ferait la job en fonction que ces minimums-là à respecter. Donc, il respecte les minimums. Pas besoin de clause d'exception, là. On respecte le minimum. Puis le reste, on répartit le reste du Québec en fonction d'un électeur, un vote. Okay. Ça pourrait faire la job assez simplement. Mais là, encore là, les députés ne s'entendent pas là-dessus. La seule chose sur laquelle les députés s'entendent, globalement, à 123 sur 125, c'est on monte à 127 députés le temps de la prochaine élection, on sauve les 2 comtés en Gaspésie, celui de Montréal fait jaser là-bas, on va le sauver et tout, on crée Saint-Jérôme, on crée Drummondville, puis on fait l'élection avec ça, puis après l'élection, on fera le ménage. OK. Là, on s'entend, ce qu'on demande, c'est de mettre un plaster pour la prochaine élection. Tout à fait. D'ici à ce qu'on fasse l'opération pendant le prochain mandat. C'est ce qu'on demande depuis à peu près 1 an, oui, de mettre un plaster, parce que le DGE a fait une job que lui pense qui est bonne, mais nous autres, on pense qu'elle n'est pas bonne, sa job. En tout cas, lui, il a juste fait sa job, j'ai l'impression. C'est comme il a appliqué la loi, Il a fait sa job. Il a appliqué un article de la loi. Il y a un article qu'il n'est pas capable d'appliquer. Puis ça, personne ne le dit, là, mais vous irez lire l'article 16 de la loi électorale, là. Lui, il applique l'article 17. Là. Mais l'article 16 prévoit les mécanismes de représentation effective. C'est pas écrit noir sur blanc de protection de chacune des régions. Mais ça écrit qu'il faut tenir compte de facteurs géographiques et d'autres facteurs qui sont plus difficiles à établir avec une calculatrice, là, où ça prend de la mécanique du gros bon sens. C'est ce qu'on a reproché au DGE depuis le début à la Commission de représentation électorale. C'est que la Jorniguen, l'effet terrain, n'est pas tout le temps là. Puis, je dois respecter l'institution, là. Mais la manière dont l'institution agit me pousse vers un manque de respect de l'institution. Puis peut-être que je vais en payer un prix après parce qu'ils vont peut-être me surveiller plus étroitement parce que moi-même, je suis soumis au DGE lors de mes processus électoraux. Ils viendront surveiller mes affaires. Je peux en fait mes affaires à droite. Mais n'en demeure pas moins que pour n'importe quel étudiant en sciences politiques, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Tout à fait. Et qui mérite et qui doit de toute façon être débattu. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Donc nous sommes d'accord là-dessus. C'est assez. On a 4 ans encore pour en parler. Sinon, il y a quand même des bonnes nouvelles à travers tout ça. Bon, Arena, Papier Spa, donc la demande a été envoyée. Non, il n'est pas envoyé encore. On n'est pas envoyé encore. On a des avals de principe. On a des partenariats réglés, d'autres en cours d'être réglés. On est en train de recueillir le maximum d'appui que possible de la part des organisations du milieu. Donc, on est en train de peaufiner le fine-tuning du projet. Le dossier va être déposé avant le 22 juin, qui est la date limite. D'accord. Là, on a fait un point de presse pour établir c'est quoi les grands principes partenariaux qui commencent à nous guider. Il y a eu des débats au sein du conseil sur certains éléments du processus. On a mis le couvert là-dessus, on s'est entendu. En principe, tout roule. Tout roule et on est en train de bâtir la fin du projet. Puis il reste certains trucs à finaliser dans le positif.
Il n'y a plus rien de négatif qui traîne. Puis il ne faut plus qu'il y ait rien de négatif qui traîne non plus. Mhm. Parce qu'on a besoin de ce projet-là. Puis ça c'est parce que sinon, ça donne une clé pour que le gouvernement refuse le projet, purement et simplement. Chaque élément de dissension donne une clé. Fait que, à suivre. Quoi qu'il en soit, le dernier conseil municipal a été calme, serein. Comme pratiquement toujours. Fait qu'on aime ça dans le calme et la sérénitude, n'est-ce pas? Autre élément qui retient mon attention, c'est, il y a toute une question de gouvernance, d'optimisation des ressources. Puis là, encore une fois, c'est un sujet qui est relativement complexe, mais il n'en demeure pas moins que quand on regarde ce qui se passe au niveau, ville, village, MRC, Alouette et compagnie, il y a des... On s'entend que toute municipalité est responsable de beaucoup de choses. Mm-hmm. Ça va de la collecte des déchets, de ci, de ça, des émissions de permis, de rénovation et autres. Nous reviendrons sur le sujet plus tard. N'en demeure pas moins que on constate qu'il y a des municipalités qui sont dévitalisées, qui perdent de la population, qui se retrouvent à pas avoir les moyens, finalement, d'assurer le minimum requis. Et là, il y a une réflexion qui a été entamée par rapport à l'optimisation des ressources. Est-ce que on en est au stade du début de l'amorce, de la naissance d'une réflexion? Oui, en fait, la réflexion est débutée depuis quand même quelques années auprès des élus qui siègent au conseil de la MRC. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que des ruptures de services, ou il y a des services qui sont difficiles à combler, particulièrement, même à Gaspé, c'est pas évident, là, même si on a des ressources, des moyens puis du monde. Là, dans les plus petits villages, c'est vraiment difficile de combler des postes centraux comme des postes de direction générale, par exemple. Et pour être DG d'une municipalité, il y a plein de monde qui vont appliquer et qui vont dire « Hey, moi, je vais être un bon DG ». Le milieu municipal, là, c'est quasiment une planète différente du reste du monde. Là, on obéit à toutes sortes de règles et de contraintes gouvernementales. Vous n'avez même pas idée le nombre de lois et de règlements qui régissent les municipalités. Tu ne peux pas gouverner une municipalité comme une entreprise privée. Tu as 1000 fois plus de règles à respecter et de contraintes. De comptes et autres. Oui, la reddition de comptes gouvernementale et la reddition de comptes devant le public aussi. Là. Mm-hmm. Il y en a dessus de la paperasse puis des lois et des règlements qui s'appliquent. Là. C'est juste fou. Mm-hmm. Une municipalité comme Gaspé, on a quand même certains moyens. On a une force de frappe qui est intéressante. On réussit à se staffer en conséquence puis d'avoir du monde avec un degré de compétence municipale requis. Sinon, on est capable de les former parce qu'on a du staff qui a de l'expérience puis de la compétence, qui est capable de former les suivants, etc. Mais dans une petite municipalité, quand tu as un DG qui part à la retraite ou qui déménage, il faut qu'il reste là pendant au moins 6 mois à 1 an pour former la personne suivante. Mais encore faut-il que les humains, ça clique, puis encore faut-il que la nouvelle personne ait le minimum de compétences requises pour faire la job. Et c'est là où c'est pas évident. Puis là, je parle juste des DG. On n'a pas parlé d'inspecteurs municipaux, puis de directeurs de travaux publics, puis des affaires juridiques, puis des affaires d'ingénierie, puis de la gestion de projet, puis name it, là. Tout à l'heure, dans tes exemples, tu as parlé des exemples assez classiques qui remontent à il y a 40, 50, 100 ans passés. Les responsabilités de base d'une municipalité, déneiger les routes, éclairer ça, ramasser les poubelles, l'eau potable, les eaux usées, ça, c'était à la base. À ce temps, dans le loisir, dans la culture, dans le sport, dans l'itinérance, dans le soutien aux organismes. On voit même dans la santé, dans les services sociaux, dans les garderies, dans les logements. Alouette, on s'occupe d'à peu près tout. On est rendu des gouvernements locaux. Pour une fois, je me répète, une ville comme Gaspé, à 15 000 habitants, on a une force de frappe assez intéressante pour avoir du staff capable d'en gérer un bon bout. Mais encore là, on ne peut pas tout gérer, c'est impossible. Imagine quand tu débarques dans des petites municipalités à 1000 habitants, à 500, à 100 habitants. Tu as exactement les mêmes responsabilités que la ville de Montréal, toute proportion gardée. À Montréal, il y a 4000 employés. À Gaspé, si j'enlève les pompiers à temps partiel et très partiel, il y a une centaine d'employés quand même. T'sais, dans une centaine, tu es capable d'assumer pas mal la job. À 4000 à Montréal, ils font un job. Là, c'est trop gros, là, on ne peut pas se comparer. Mais quand tu débarques dans une municipalité avec un employé et demi, là, il faut qu'il fasse toute cette paperasse-là, surveiller tous ces agissements en fonction de toutes les lois et règlements provinciaux, faire toutes les redditions de comptes au gouvernement, au public, aiguiller les décisions d'un conseil municipal, parce que pour embarquer sur un conseil, tu n'as pas besoin d'avoir grande compétence. Là, je veux dire, c'est monsieur, madame, tout le monde qui siège chez les conseils municipaux. Il faut les coacher, il faut leur donner l'information. Là. Exact, il faut que tu les aiguilles. C'est toi le gardien de la loi. C'est toi le gardien des redditions de comptes, comme DG. Fait, tout ça,
sur les épaules d'une personne qui doit en plus faire le terrain dans les petites municipalités, qui doit en plus aller servir d'inspecteur municipal, puis de superviseur de la pépine, puis du pick-up de la municipalité pour que les travaux soient faits, que la route soit ouverte, que le fossé soit creusé, que le cours d'eau soit fonctionnel, que l'eau potable soit potable, que les eaux usées soient relativement propres. Hey, whoop, là! Et puis en plus, il faut que tu gères les organismes communautaires, puis les ci, puis les ça, puis les demandes de subvention à la MRC, les terrains de jeu, les patinoires, les terrains de balle. Whoop, et les projets, là, parce que les gens veulent des projets. Mais parce que là, on se rend compte qu'effectivement, c'est beaucoup de travail. Comment est-ce qu'on fait pour justement aider ces petites municipalités qui n'en ont pas les moyens? On doit travailler mieux ensemble. Oui. Les petites municipalités vont souvent requérir le support de la MRC. Puis la MRC le staff fait vraiment énormément son possible pour accompagner les petites municipalités dans leurs devoirs et responsabilités. Il n'y a pas des dédoublements, par exemple, si je regarde la municipalité de Gaspé. Il peut y avoir des dédoublements. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que parfois... Il faudrait repenser le système. Parce que là, j'ai le sentiment, c'est ça qu'on veut étudier, repenser le système. OK. Je dis pas qu'on va aboutir dans un système où tout va être unifié, là. Peut-être que ça va être ça la solution, mais je suis pas sûr que ça va être ça. Là. Il faut quand même laisser le certain choix aux petites municipalités, mais au niveau des services peut-être qu'il y a des trucs à regrouper. Est-ce qu'on regroupe les services d'ingénierie, par exemple? En fait, les services d'ingénierie, on n'a pas grand service à regrouper. Il y en a un dans tout le territoire de la MRC, puis c'est la ville de Gaspé qui l'a. Les autres n'ont pas, la MRC n'a pas. C'est un exemple. Mais est-ce qu'on doit regrouper les services juridiques? Encore là, les petites municipalités vont appeler leurs avocats ou la FQM. La ville de Gaspé a une greffière adjointe qui sont notaires et avocates. On a un DG adjoint qui est notaire, donc on a 3 juristes à l'interne qui peuvent répondre aux questions de base. Souvent, il faut aller à l'externe pareil parce que les questions sont très compliquées. Là. Mais quand même, on a quand même une base juridique pour nous aiguiller. Est-ce qu'on peut mutualiser des services? Là, je ne dis pas demain matin, là, je ne veux pas que notre greffière pense que je l'envoie à Grande-Vallée régler leurs problèmes. C'est pas ça la question. Mais est-ce qu'on peut regarder de façon très objective et neutre, sans mettre de visage sur les fonctions, là? On peut regarder de façon neutre, qu'est-ce qu'on peut regrouper? Qu'est-ce qu'on peut mutualiser? Est-ce que c'est des services? Optimiser. Est-ce que c'est des municipalités qui doivent se regrouper? Peut-être que c'est ça la solution aussi. Il ne faut pas l'exclure. Je ne dis pas qu'on fait ça. Je dis qu'il ne faut pas l'exclure. Est-ce que vous allez Vous allez embarquer sur une consultation avec les différentes municipalités, villages et Avant autres? De consulter, on va chercher des chiffres. Ça prend de la data, ça prend de la donnée. Fait qu'on donne un mandat à une firme professionnelle externe qui est subventionnée à 80% par le ministère des Affaires municipales, qui va aller nous documenter tout ça. On va lui donner certaines pistes d'aiguillage, puis on va lui donner de la donnée qui va nous ramasser, où il va faire une analyse objective avec des propositions objectives. Quand on va avoir une analyse des chiffres objectifs, des propositions objectives faites par une firme indépendante, on fera après ça jouer le jeu plus politique de la chose en redescendant ça à nos conseils. Si les conseils décident de bouger un peu, on va retourner devant le peuple pour voir qu'est-ce que le peuple en pense des éléments ou des possibilités de bouger. On ne fera jamais rien sans consulter la population. Là, on commande une étude pour avoir de la donnée qui va nous donner les coups des franges pour aller voir le peuple après. Alors, au moins, aller voir nos conseils municipaux avec ça, et ensuite le peuple. On prendra les bonnes décisions le moment venu. Il n'y a rien qui urge, mais il y a des situations plus urgentes des fois qui se pointent. Genre, à Murdochville, il y a été 3 ou 4 ans, pas de DG à temps plein. Des DG qui passaient, qui revenaient, qui s'en allaient. Des consultants qui agissaient comme DG, si on veut, à des prix de fou. Là. Ça a patché le trou. Je sens de la fragilité de ce côté-là. À Cloridorme, la DG avait pris sa retraite, est revenue redonner un coup de pouce, est reparti, est revenu. À Grande-Vallée aussi, la DG veut prendre sa retraite depuis un bout. Ça a été communiqué publiquement depuis un bout, mais il reste toujours un peu le bras dans le tordeur, le temps d'assurer une forme de transition et de formation à une successeur. C'est pas facile, la Petite-Vallée. Mon petit cousin Simon est sur le bord de la retraite aussi. Ça fait quelques années qu'il nous en parle. Mais il ne peut pas partir de même et laisser la municipalité dans le néant. Là. C'est tout du monde de cœur. C'est du monde qui ont investi le trip pendant des années, des décennies pour assurer une bonne gouverne de leur municipalité locale. Ils pourraient vouloir prendre une retraite là, tout à fait méritée après autant de travail. Mais avant de partir de même, ça prend un recrutement. Puis pour recruter du monde, ben, ça prend un salaire. Puis pour avoir un salaire, ben, ça prend des moyens municipaux d'offrir un salaire décent pour assumer des responsabilités lourdes. Encore une fois, je parle juste des DG, je parle pas des autres services. Fait que, pensons à tout ça comme du monde, avec une firme indépendante qui va nous aiguiller là-dedans. Puis après ça, on ramènera ça devant les conseils. Comment est-ce qu'on peut réaiguiller les morceaux, optimiser. De façon à ce que tout le monde soit gagnant quelque part. Exactement. Là-dedans. Optimiser. Il faut surtout que le public soit gagnant, que la population soit gagnante. D'accord. Puis enlever les tabous. Là. Je sais, le terme fusion municipale, ça fait peur. Là.
Ça fait pas. Puis Gaspé... on ne parle pas nécessairement de fusion municipale, mais on pourrait parler de fusion de services ou d'optimisation, de partage et autres. Tout à fait. Puis Grande Vallée, Petite Vallée, Cloridum l'ont fait avec un camion de vidange il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est parfait? Pas parfait. Et quand le camion brise, c'est pas à cause du regroupement de services que le camion brise. Un truck, ça brise. Puis des fois, il faut changer les tailleurs. Ben oui, ça arrive. coûte moins cher d'acheter un camion pour les 3 municipalités que plutôt que 3 camions. Exact. Puis on a une réalité géographique qui est particulière. Le territoire est certes très étendu, mais on a 3 territoires. Là. La Murdochville, qui est tout seul dans son coin géographiquement. 100 km. C'est pas parce qu'ils sont tassés dans le coin, là. Ils sont là. Géographiquement, ils sont à 100 km de Gaspé, ils sont à 50 km de Grande-Vallée. Ils sont isolés dans leur coin, là, avec 500-600 habitants, là, avec du potentiel de croissance, mais 500-600 habitants. Grande-Vallée, Petite-Vallée, Cloridum, il y a des frontières entre les 3, mais c'est quand même plus proche, mais ils sont quand même loin de Gaspé, centre-ville. Là. Oui, entre Cloridum et entre Saint-Yvon et L'Anse-à-Valo, il y a 20 ou 21 km. Pas si loin que ça, mais il y a de la montagne puis du croche anti-pépère. Là. Je veux dire, tu peux pas dire, je vais prendre un camion de pompiers de Saint-Maurice pour aller desservir Pointe-Frégate. Là. Quand il va arriver, il ne restera même plus de centre. C'est ça la réalité géographique qui complexifie la chose. Ces termes de regroupement de services-là peuvent des fois se faire. Des trucs administratifs qui se règlent à distance, c'est plus facile que des trucs comme les services incendie ou les trucs à vidange. Mais on s'entend que la réflexion est là, qu'éventuellement, on espère bientôt qu'on commencera à travailler dans des idées un peu plus concrètes. Dans la prochaine année, ça va débouler, cette affaire-là. L'étude va débouler, puis on va sûrement s'en reparler. D'accord. Bon, là, c'est pas... Bon, un petit dernier... On s'en ennuie pas, mais on en a tellement. Un petit dernier juste pour la route. Là, on a entendu parler le régime, donc le transport en commun à Gaspé. Là, on essaie de faire ça vitement. N'en demeure pas moins que j'ai cru, dire que le chèque était dans la poste, ou presque. Il n'est peut-être pas encore dans le mal, mais ça a déboulé. Les pressions ont fini par marcher. On a une entente de service ou un... Comment ils appellent ça, en tout cas? Bref, la paperasse gouvernementale a été livrée à la régime dans un curieux hasard après que j'ai rencontré par hasard un haut fonctionnaire à Québec. Sur le coin de la rue. Ça arrive des hasards. Le lendemain matin, hop, le protocole d'entente était dans le mal. Youpi! Protocole d'entente livré, signe la paperasse, signe en haut, signe en bas, reçoit ça par courriel. C'est ce que ça prend pour obtenir le chèque. Fait que là, le protocole, il devrait normalement être rendu, là, puis le chèque, il devrait être pas loin de la boîte à mal. Chèque d'1,1 million. On est à 1,4 sur la marge de crédit, là. Fait que la marge de crédit pour redescendre de 300 000. On sera encore dans le trou, mais moins dans le trou. Il resterait 800 000 à recevoir pour l'année 2026 qui est passé dû depuis le mois de janvier cette année. Oups. On est patient, là. 6 mois de retard pour recevoir un chèque de 800 000. Il n'y a rien là. 6 mois de retard, ça fait 18 mois qu'on est dans l'autre. Fait que, bref. Par contre, le dernier, je sais que le protocole d'entente est différent parce que le programme a changé. Celui de 2025, je ne m'explique pas les 18 mois de retard. C'est le même protocole d'entente que 2024, 2023, 2022, 2021. C'est le même foutu papier. Le même foutu papier avec un montant à peu près similaire au bout de la feuille. Je ne comprends pas le 18 mois de retard. Lui de 2026, ben là, il fallait qu'il refasse leur paperasse parce qu'il y a un nouveau programme qui nous coupe 300 000, by the way, là, mais bon, 300 000 de coupure, ça, on en a déjà parlé en masse. Mais lui, il faut qu'il refasse le papier. Fait que je ne sais pas en quelle année va arriver le papier, fraîchement renouvelé, mais j'espère qu'il va arriver bientôt. J'espère qu'il va arriver au moins durant l'année 2026. Ceci étant dit, le chèque 2025, dû depuis 18 mois, il devrait être sur le bord d'avoir un time dans le coin puis nous être envoyé par la main. Il devrait. Le protocole d'entente est signé. OK. Ça fait qu'on va dire que, on espère que la Poste sera pas en grève d'ici là. Ça règle pas le fond du dossier, mais au moins, on patche le trou du passé dû de 18 mois. Mais là, on va se mettre à jour au niveau des finances, de payer les fournisseurs, de redonner du lousse aux employés aussi. Il y avait eu des coupures d'horaires de fête. Fait l'inquiétude que plusieurs avaient par rapport au transport en commun pendant l'été, on part du principe qu'on va y en avoir normalement. Normalement, ça devrait aller à moins d'une méchante mauvaise surprise. Présentement, ce qui nous a gardé en vie, c'est la redevance sur l'essence. Il y a 1 sou du litre d'essence qui est versé à la régime. C'est ça qui nous a gardé en vie. Mais qui n'est pas un pourcentage, malheureusement. Non, c'est pas un pourcentage. Le pourcentage serait payant, c'est ainsi. Mais ce sera moins payant pour le contribuable. Mais là, 1 sou du litre permet de nous garder en vie. Et la période estivale, c'est celle où il y a plus d'essence vendue, donc plus de revenus pour la régie de transport.
normalement, on devrait être capable de rouler cet été. Reste à voir l'hiver prochain, 2027, ça va être quoi l'état de situation? Les dépenses augmentent de plus en plus. On a des renouvellements de contrats de transport, des augmentations attendues entre 30 et 40 % d'augmentation des contrats, avec des coupures de revenus, coupures de subventions, baisse d'attaques sur des redevances sur l'essence. On va quand même être dans une impasse. Oui, c'est ça. C'est parce que veut pas, c'est le transport consomme de l'essence lui aussi. Conséquemment, les frais augmentent, l'inflation, Alouette et compagnie. Quoi qu'il en soit, on a bon espoir. Sur le court terme, oui. Sur le moyen terme, on va travailler l'espoir. À suivre. Donc, cet été, le conseil municipal continue de siéger? Oui, à raison d'une fois par mois au lieu de 2. Donc, on siège au début juillet puis à la mi-août. Peut-être des séances extraordinaires en cours de route s'il y a des décisions urgentes à prendre. Ad hoc et au besoin. Voilà. Très bien. Daniel, merci beaucoup. Je l'ai fait parler aujourd'hui, c'est l'enfer. Mais quoi qu'il en soit, merci. Ça clarifie plusieurs affaires. Effectivement. Je suis convaincu que la prochaine fois, il y en aura autant. Merci, Daniel. Sûrement. Merci à toi. Daniel Côté, donc maire de Gaspé préfet de la Cour de Gaspé et bien d'autres chapeaux, Papa, Alouette et compagnie. Quoi qu'il en soit, c'est toujours agréable de recevoir Daniel et qu'on ait un éclairage un petit peu plus fouillé sur certains dossiers qui font beaucoup réagir parfois. Ça fait que ce qu'on demande encore une fois aux gens, c'est rester poli sur les réseaux sociaux. Il y a des explications à donner, il suffit d'écouter.